Je suis allé consulter cet ophtalmo qui était l'ophtalmo de ma mère pour un simple contrôle de routine. Et en 10 minutes, j'étais aveugle. Je venais avec 10 dixièmes. J'avais juste des migraines devant l'ordinateur. En moins de 10 minutes, je perds la vue en totalité. Et je me dis, si je reste aveugle, je suis en train de calculer comment je vais m'envoyer en l'air. Il n'y a même pas un moment de regret, de remords dans sa voix, dans son attitude. En fait, là, il est pressé, là. On lui fait perdre du temps et de l'argent. Et on peut pas l'appeler docteur, cet homme. Ah ben, avec tout ce qui s'est passé, je dirais même voyou, hein, c'est un voyou. La chose la plus dangereuse de ma vie, c'était cette consultation quand même. Comment une consultation de routine, ça peut être plus dangereux que de nager avec les requins blancs. Pas un docteur, ça. L'imposteur, on peut l'appeler ce que vous voulez si on veut faire des rimes, mais... Voilà, c'est docteur, c'est pas un docteur. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 46 ans, je vais vous raconter mon histoire. Il y a 5 ans, je me suis rendu chez un ophtalmo pour un simple contrôle de routine, faire vérifier mes lunettes. Il m'aurait pratiqué un laser par erreur. En moins de 10 minutes, j'étais totalement aveugle. 5 ans plus tard, cet ophtalmo n'a toujours pas été sanctionné et il exerce toujours. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire dans Légende. Bonjour à tous, c'est Lola, journaliste pour Légende. Alors aujourd'hui, on reçoit Christophe qui a subi une erreur médicale. En fait, il s'est rendu chez l'ophtalmo pour faire des lunettes de repos. Et en moins de 10 minutes, il est devenu aveugle. Et en plus, vous allez voir, selon Christophe, le médecin n'en est pas à sa première victime puisque Christophe n'est pas le seul dans ce cas-là. Je vous laisse avec la suite de l'émission. Bonjour Christophe. Bonjour Lola. Est-ce que tu peux me parler de ta vie d'avant? Alors ma vie d'avant, c'était, on va dire, la vie de rêve. J'étais DJ, je mixais dans le monde entier, j'étais basé à Dubaï. Ouais, c'était ma passion, je vivais de ma passion, la musique. Et mon histoire d'amour, quoi. J'avais une très très bonne situation et chaque jour je me réveillais, j'avais l'impression de jamais travailler, quoi. Vraiment, je vivais de cette passion qui est mon métier, c'était mon loisir, quoi. Et c'est quoi les souvenirs heureux que tu as de cette période? Les souvenirs heureux, il y en a tellement. Mixer dans un nouveau pays, par exemple, ou mixer, juste voir des gens heureux. Quand je leur transmets mes émotions grâce à ma musique, de les voir heureux et à la fin vous applaudir, c'est ça la plus belle récompense. Et pouvoir faire ça pour des gens dans le monde entier, c'est magnifique, quoi. Là, toi, tu as perdu la vue. Et quand tu repenses à cette époque, qu'est-ce qui te manque le plus? Tout. Tout, il me manque tout, en fait, puisque j'ai plus rien de cette époque. Quand tu es en couple, que tout va bien, et que du jour au lendemain, la personne, elle te quitte, les gens de ton entourage, ils te disent sors, ne parle plus de cette personne, enlève tout ce qui te rappelle la personne et passe à autre chose. Là, c'est ce que je fais avec la musique parce que je sais que j'ai pas arrêté. On m'a pris la musique, on m'a pris ma vie, ma raison de vivre, en fait. Et du coup, j'essaie de plus en parler, de passer à autre chose, même si l'autre chose, il n'y a rien. L'autre chose, c'est les galères, c'est la procédure, les procédures, c'est les injustices, c'est tout ce qui est les douleurs, les consultations, les urgences, voilà, c'est ça. Le combat tout le temps, tous les jours. Et t'avais des problèmes de vue avant ça? Avant ça, j'avais un strabisme, donc c'était plus esthétique. J'avais 10 dixièmes aux 2 yeux, je voyais très bien sans lunettes. C'est juste que j'avais des lunettes de repos pour éviter les migraines. Bon, avant ça, je voyais très bien, j'avais pas besoin. J'allais jouer au foot, j'allais me baigner, j'allais sans lunettes, quoi. Enfin, je faisais tout sans lunettes, sauf quand il fallait être devant l'ordinateur ou les téléphones, où là, je pouvais avoir des migraines. Du coup, j'avais ces lunettes qui m'empêchaient d'avoir des migraines. Donc, c'était vraiment des lunettes de repos que j'avais, donc je voyais très très bien. J'avais 10 dixièmes sans correction, quoi. Pourquoi tu décides de te rendre chez l'ophtalmo en 2020? En fait, il faut se remettre dans le contexte. En 2020, c'était la pandémie. J'habitais à Dubaï. Je venais d'acheter une maison en France. Et je suis venu pour faire des travaux. Je suis reparti à Dubaï. Les travaux n'étaient pas terminés. Et quand je suis retourné à Dubaï, quelques semaines après, la pandémie mondiale a éclaté. Et là, il a fallu que je prenne une décision. Qu'est-ce que je fais? Je veux me confiner en France ou je me confine à Dubaï? Alors à Dubaï, je vais rester dans mon appart. L'été arrive, il va faire chaud, parce qu'en mars, c'était en mars 2020, il fait déjà très chaud. Et en France, j'ai des travaux à terminer, donc tant qu'à faire, même si c'est pas mon métier, YouTube, je vais en France et j'avance ce que je peux, quoi. Et je me confine là-bas. C'est la décision que j'ai prise. Je suis venu en France et je suis jamais reparti.
puisque juste avant de repartir, je suis allé consulter cet ophtalmo qui était l'ophtalmo de ma mère, donc quelqu'un en qui j'avais absolument, pour faire un jeu de mots, une confiance aveugle. Donc voilà, je vais le consulter pour un simple contrôle de routine. Donc j'avais quelques migraines malgré mes lunettes de repos et je voulais savoir si les migraines venaient de ces lunettes ou pas. Donc voilà, je me rends à son cabinet et en 10 minutes, j'étais aveugle. Toi, pour revenir à cette journée, donc ça s'est passé le 5 octobre 2020. Quand tu te lèves, c'est quoi? C'est une journée normale qui commence? Toi, tu vas juste faire un contrôle de routine chez l'ophtalmo? Ah bah oui, ce jour-là, le 5 octobre 2020, en fait, je suis omnibulé par mon retour à Dubaï, puisque le 11 septembre 2020, j'étais à Dubaï pour un dernier entretien avec un grand groupe hôtelier pour lequel je devais devenir directeur artistique. Pour moi, c'était une belle progression pour ma carrière, puisque je continuais mes activités de DJ et je devenais directeur artistique. Même au niveau salaire, c'était je multipliais par 6-7 quoi. Déjà, je gagnais très bien ma vie. Alors là, c'était donc j'étais omnibulé par ça quoi. Le 5 octobre, surtout c'est un concours de circonstances parce que si je me rends chez cet ophtalmo, c'est parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, ce sont les opticiens qui prescrivent les lunettes, qui vérifient l'acuité. Et moi, je me suis dit bon, je suis en France, mieux vaut aller voir un vrai ophtalmo qui a fait de longues études en France. Je l'avais vu une fois 2 mois avant pour une conjonctivite. Voilà. Et c'est tout quoi. Après, oui, je l'ai vu quand j'étais petit que ma mère allait consulter. Je me souviens de lui. C'était l'ophtalmo de ma mère. Quelquefois, il a dû me faire des consultations de routine. Alors ce jour-là, je me rends en voiture à son cabinet. Donc je me présente à la secrétaire. Je dis mon nom, je donne ma carte vitale. Là, elle me dit non, plus tard. Donc je suis assis devant la porte de son cabinet. Là, il y a la salle d'attente. On est plusieurs à attendre. Et au bout d'un moment, la porte s'ouvre. Il me regarde, il me dit à nous. Je rentre et là il me tutoie, il me dit assieds-toi. Bouge pas, il me met à une machine, colle ton front, en gros ne parle pas, ne bouge pas. Et là, je lui dis docteur, laissez-moi vous expliquer pourquoi je viens. Et là, je essaie de remémorer que 2 mois avant, je l'ai vu pour une conjonctivite. Et je lui dis, vous vous souvenez, je suis venu vous voir il y a 2 mois pour une conjonctivite, j'avais les yeux comme ça, tout gonflé et tout. Il sort même mon téléphone, il montre la photo des yeux pour le remémorer, parce qu'il m'a pas appelé par mon nom, il veut me mettre à une machine. Donc je dis bon bref, maintenant tout va bien, je viens pas vous voir pour ça. Je viens pas vous voir pour la vue, parce que je vois très bien. C'est juste qu'avec mes lunettes, j'ai quelques migraines des fois devant l'ordi. Vous pouvez vérifier si ça vient des lunettes ou pas. Et là, il est pressé. Bon, ok, colle ton front. Et là, je colle mon front. Et moi, je pense que je suis à cette machine, vous savez, celle où on voit la route avec le ballon dirigeable, celle qui vérifie l'acuité visuelle. Et en fait, c'est pas ça du tout. Et il y a un laser rouge, là, un petit laser, et il appuie sur un bouton. Je claque. Ça faisait comme une déflagration à chaque fois. Et je trouve ça bizarre. Et au bout d'un moment, je l'interroge. Je lui dis, docteur, c'est nouveau cette machine? Il m'a dit non. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, c'est le laser. Je dis, mais pourquoi vous me faites le laser? Quel rapport avec ça prescrit les lunettes maintenant, le laser? Il me répond pas, il continue. J'insiste. Parce que ça me faisait des picotements, ça piquait les yeux. C'était pas une douleur atroce, c'était pas... Et je lui dis, mais j'insiste, j'ai dit, docteur, à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, ça fait quoi concrètement sur l'œil? Il me dit, je fais des trous. Là, je lui dis, mais docteur, pourquoi vous faites des trous sur les yeux? Quel rapport avec mes lunettes? Il me répond pas et je sens que je l'agace en fait. En gros, il faut pas que je lui parle. Et là, il me dit cette phrase, je termine le 2e œil et après je t'explique. Donc en gros, c'est clair, tais-toi. Je lui fais confiance, c'est l'ophtalmo de ma mère et je trouve ça bizarre. Mais ça va tellement vite, on n'a pas le temps de réagir, on n'a pas le temps de... Et une fois terminé, la première phrase qu'il me dit, c'est écoute, il va falloir que je t'opère parce que ta vue va se dégrader. Là, à ce moment-là, je sais pas que je suis aveugle. Moi, je crois que je suis ébloui par la lumière du laser, en fait. Et je lui dis, mais m'opérer de quoi? Il me dit, de ta cataracte. Quelle cataracte, docteur? J'ai pas de cataracte, j'ai 41 ans. Je vois très bien, je viens vous voir juste pour les lunettes et là, vous
parlait de cataracte. J'ai dit, mais là, c'est normal. Là, je réalise que normalement, quand on est ébloui par la lumière, en quelques secondes, ça revient. Là, je réalise que ça revient pas, du coup, donc j'ai dit, mais docteur, je vois pas, c'est normal. Il me dit, essaye de lire. Je dis, non, je vois rien. Il me met des gouttes, essaye de lire. Je dis, non, je vois rien. Il me dit, il va falloir que je t'opère. Comment ça, de m'opérer? C'est quoi cette histoire? Je dis, mais je vais rentrer comment, là, chez moi? Il me dit, tu es venu comment? Je dis, ben, en voiture. En voiture, il m'a dit, tu vas loin? Je dis, ben, j'ai 30 bornes à faire. Il me dit, ben, tu prends rendez-vous pour l'opération et va en salle d'attente, patiente un quart d'heure, 20 minutes. Donc, en gros, ça tient pas la route. Il y a 2 secondes, la phrase suivante, il me dit, il faut que je t'opère pour que tu revoies. Et là, je patiente un quart d'heure, 20 minutes et je peux reprendre la voiture. Donc, il n'y a pas besoin d'opération au final, si je peux rentrer en voiture. Donc, ça tient pas. Au bout d'un moment, il m'appelle Frédéric. Moi, je m'appelle Christophe. Il dit, mais docteur, je m'appelle pas Frédéric, moi. Il me dit, tu t'appelles comment? J'ai dit Christophe et mon nom de famille. Je le sens un peu embarrassé. Il va voir la secrétaire et il lui dit, tu as le dossier? Bon, là, il revient avec mon dossier. Il me dit, tu as eu le Covid? J'ai dit, oui, asymptomatique. J'avais fait une sérologie. Mais on s'était aperçu que j'avais eu le Covid asymptomatique, oui. Pourquoi? C'est le Covid qui t'a fait ça. Je dis, comment ça, c'est le Covid? Je dis, docteur, c'est pas le Covid qui m'a fait le laser. Et là, il me dit, bon, va en salle d'attente et assieds-toi, en gros, dégage, en gros. Et là, il me met en salle d'attente, et là, c'est le cauchemar qui commence, parce que je suis complètement isolé. Là, je donne à la secrétaire j'ai un porte-carte avec donc ma carte vitale, ma carte bancaire et tout dedans. Je lui donne tout, j'ai dit, je peux vous faire confiance, prenez ma carte vitale, prenez ma carte bancaire, je vous donne le code et chargez voilà, la consultation. Je sais que ça va revenir, quoi, que je suis pas aveugle, en fait, je l'imagine pas, quoi. Elle me dit, non, mais on prend pas la carte bancaire, c'est que les espèces ou les chèques. Bon, bien sûr, personne paye un chèque, donc c'est que les espèces. J'ai dit, écoutez, c'est possible que je patiente, je peux pas, là, je vois rien. Et je lui dis, c'est normal que je voie plus? Elle me dit, vous avez fait quoi? Je dis, ben, il m'a fait un laser. Elle me dit, oui, ça fait des points, le laser, là. Je dis, mais attendez, là, c'est pas des points, là, je vois plus rien. Et je sens qu'elle est un peu embarrassée et qu'elle me dit, non, mais patientez, ça va revenir. Des fois, ça peut mettre jusqu'à 2 heures, elle me sort. Ça me donne de l'espoir, mais j'imagine toujours pas que j'attends. Et à chaque fois qu'un patient défile, donc là, elle a pris ma carte vitale, entre-temps, bien entendu, etc. Et à chaque fois qu'un patient défile, donc qui rentre et sort, je l'interpelle, je dis, docteur, je vois toujours pas. Et il me dit 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois, attends. Et au bout d'un moment, il me fuit carrément. Donc la porte s'ouvre, il sait que je vais l'interpeller. Et là, en gros, il appelle le ou la patiente suivante, mais à voix haute, histoire de me... Et vite, il rentre. Je voyais toujours pas à chaque fois, parce que je pouvais même plus téléphoner, regarder le téléphone, rien, quoi. Je pouvais rien faire. J'avais en fait comme un voile. On vous met un drap sur la tête. S'il y a de la lumière et qu'il y a quelqu'un qui passe, ça fait une ombre. Ben, je voyais ça, moi. Voilà, donc on peut rien faire. J'attends, et quand je vois qu'il me fuit, je demande à la secrétaire, je dis, excusez-moi, vous pouvez... je vois qu'elle me parle pas non plus, j'y pose des questions. Je sens c'est pas normal. Et là, je lui demande d'appeler ma mère. J'ai dit, écoutez, c'est une de vos patientes, est-ce que c'est possible de l'appeler? Là, je lui donne le nom, elle l'appelle. Au bout de je sais pas combien de temps, parce que là, le temps, il est interminable. Peut-être une demi-heure, j'ai mon téléphone qui vibre, mais je peux pas lire le message, quoi. Et en fait, c'est ma mère qui me dit, je suis garé en face où il y a la pharmacie. Rejoins-moi. Bon, vu que je peux pas lire, j'attends. Et en plus, j'ai toujours pas payé la consultation. J'attends, et d'un coup, j'entends la voix de ma mère. Allez, qu'est-ce que tu fais? Je fais que t'envoyer le SMS, bouge-toi. Elle me dit, je suis en double fil. Je dis, maman, c'est toi. Allez, bouge-toi. Je dis, non, mais maman, il faut payer là. Eh bien alors, paye. Non, mais je peux pas, maman, je vois pas et tout. Elle comprend pas, elle. Je suis chez son ophtalmo, elle a confiance totale, quoi. Et je lui dis, viens m'aider. Prends ma carte, va retirer, et il faut que tu payes. Elle comprend pas, elle va vite, bon, elle paye, elle récupère ma carte vitale, boum. Et là, elle part, elle me dit, allez, viens. Et je dis, non, mais aide-moi. Et je peux pas, je sais pas où je vais, là.
Donc elle vient, elle me tire, et là je m'accroche à elle, et je la suis en fait, mais accrochée quoi, parce qu'elle comprend pas que je vois pas. Et arrivée devant la voiture, en gros elle me dit allez va de ton côté, non maman ouvre-moi la porte, je vois rien. Et là on arrive dans la voiture, et là elle me dit mais il t'a fait quoi là? Il t'a dilaté les yeux que tu vois pas? Je dis ben non. Il m'a pas dilaté les yeux et je dis il m'a fait un laser. Elle m'a dit mais pourquoi il t'a fait un laser? Tu pouvais pas prévoir ça? Ben non, puisque c'était pas prévu. Elle me dit mais alors pourquoi tu es venu? Elle me dit pourquoi tu es venu aujourd'hui? Je dis ben pour les lunettes, pour vérifier, tu sais, pour pas les faire à Dubaï et tout. Elle me dit mais il t'a fait c'est quoi ce laser? C'est quoi cette histoire de laser? Et là du coup elle comprend pas quoi ce qui se passe. Et je dis mais maman je vois plus. Tu comprends pas que je vois plus? Et là, je me mets un peu à gueuler et j'ai dit, tu vois pas que je vois plus? Rien. Mais comment ça, tu vois pas? Non, je vois rien. Et là, elle me dit, je dis, va le voir et tout. Elle retourne le voir. Et quand elle revient, elle s'assoit dans la voiture. Elle me dit, je le reconnais pas. C'est plus le docteur C. Voilà. C'est pas lui. Elle me dit, je sais pas, c'est plus le même. Il m'a dit qu'il t'a tout dit, que c'est le Covid. Elle m'a dit, il m'a sorti des trucs qui n'ont aucun sens. Et elle me dit, je le reconnais pas. Et là, on sait pas quoi faire. On se retrouve où on va. Et du coup, moi, j'ai été suivi par le professeur Denis, qui est l'antithèse du docteur C. Vous avez le pire sur Terre et les meilleurs, quoi. Donc je dis, viens, on va voir le professeur Denis, puisque c'est elle qui m'avait opéré du strabisme quand j'étais plus jeune pour me remettre les yeux droits, en fait. Et elle m'a dit, non, mais le professeur Denis, il faut 6 mois d'attente, on peut pas aller là comme ça. Je dis, ben viens, on essaye, on y va. De toute façon, je suis aveugle, on tente, il y a quelqu'un de son service, il y a d'autres ophtalmos. Et on est allé à l'hôpital Nord, donc de Marseille, et Dieu merci, elle était là. Et quand ils m'ont pris en urgence, et là, ils sortent mon dossier, ils m'auscultent, il y avait un monde autour, et j'entends, on lui a fait un laser YAG. Et c'est pas possible, sur des yeux sains. Et là, il y a, je vous mens pas, au moins 10 personnes autour. Des ophtalmos, peut-être des internes, il y a un monde. Et au bout d'un moment, mais qui lui a fait ce laser YAG? C'est pas possible sur des yeux sains. Et quand on a dit le docteur C, donc le nom, quelqu'un dans la salle a dit, c'est pas possible, encore lui. Donc là, ça fait se poser des questions. Quand on perd la vue, on entend beaucoup mieux. Et j'entends une phrase comme si la rétine elle est touchée, c'est fini. 2 secondes, Et là, quand j'entends ça, je suis comme maintenant. Je me mets à pleurer. J'ai la haine qui monte en moi. Et là, j'imagine toute ma vie, en fait, ça défile. Et je me dis, si je reste aveugle, je suis en train de calculer comment je vais m'envoyer en l'air. Comment je vais en terminer. En fait, c'est ça ce que je pense à ce moment-là. Je me dis, putain, si je peux plus mixer, je peux plus voyager, je peux plus faire tout ce que je faisais, je me vois pas aveugle. Et là, j'écoute plus rien, en fait. J'ai la haine, il y a tout qui s'arrête, en fait. Et là, ils me disent, bon, écoutez, revenez demain, on va vous faire des examens. Et le lendemain, donc on retourne à la première heure, puisqu'il fallait que je revienne à la première heure. Ils me font des tas d'examens, mais je me rappelle, c'était galère parce que ils me disaient, regardez la lumière rouge et tout, mais je voyais rien. Et au bout d'un moment, ça dure des heures, les examens et tout, avec des médecins qui défilent de tous les côtés et tout. Et ils me font rentrer chez moi, ils me disent, écoutez, on vous rappelle. Et là c'est long, là. Là, c'est long parce que j'attends autant l'appel de ces gens de l'hôpital Nord, mais j'attends aussi l'appel du docteur C. Parce que je me dis, il va appeler ma mère, il la connaît, c'est sa patiente. Il va l'appeler. J'ai reçu aucun appel, ni moi ni ma mère. Oui, il s'est même pas excusé. Non, jamais. Et on reçoit un appel de l'hôpital Nord. Ils me disent, écoutez, on a organisé une réunion avec plusieurs spécialistes et on est prêt à tenter quelque chose. Ils me le disent, on l'a jamais fait, mais on est prêt à tenter. Et ça, ils me l'ont expliqué après. Je suis arrivé
les yeux crevés, les 2 yeux crevés, mais sans impact. Donc ils ont déjà eu des cas de personnes qui reçoivent un objet dans l'œil, donc la cornée est percée, on voit l'objet, on voit l'impact, et dedans c'est percé. Ben moi c'est comme si j'avais eu plusieurs impacts, mais par contre la cornée est intacte, donc il n'y a aucune trace. Donc tout est détruit à l'intérieur, mais en façade, il n'y a rien quoi. Et quand ils me disent on a fait ce colloque, on est prêt à tenter, est-ce que vous voulez essayer? Et là j'ai posé cette question, j'ai dit écoutez, si on laisse faire la nature, qu'on attend, combien de chances sur 100 il y a pour que la vue revienne toute seule? Ils m'ont dit 0. Donc j'ai dit, bah, écoutez, aveugle pour aveugle, on tente, hein. Tentez sur un œil, cette technique. Si vous pouvez réessayer ou après vous passez à l'autre, enfin je sais pas, mais on tente. On tente, voilà, on tente. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, on a essayé, on a fait une première opération. C'est vrai que quand je me suis réveillé, c'était plus le voile, d'un coup, on voit des... Ah ben moi, je suis comme un fou, je vois tout flou, mais la moindre lettre, je force comme un fou pour essayer de la lire. Mais par contre, c'est des douleurs atroces, c'est simple. J'avais des coques sur les yeux, parce qu'on a tous l'habitude de se frotter les yeux. Et moi, il fallait pas que je me touche les yeux. Il fallait pas que j'éternue, ni que je tousse. Ils ont été obligés de m'amputer d'un organe à l'intérieur de l'œil, donc qui s'appelle le cristallin. Il a la fonction de filtrer les UV, les lumières, etc., mais aussi de zoomer les objets. Je l'ai plus. Et ils m'ont mis des implants à la place. Mais ils m'ont pas mis les implants à l'endroit où ils sont prévus pour. Ils l'ont mis dans le sulcus à l'avant. Bon, ces techniques, ils m'ont expliqué plusieurs fois. Ils m'ont montré sur des schémas. Mais voilà, ils savaient pas si ça allait tenir parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts causés par ce laser, etc. Voilà, après c'est au jour le jour, quoi. Il faut pas éternuer, il faut pas. Les douleurs, elles sont tellement atroces. Il faut même pas que je me touche les yeux. Ça pourrait, parce que j'avais les points dans les yeux. Les yeux étaient tellement sensibles que quand je remontais les draps, il fallait que j'aille très doucement parce que l'appel d'air me faisait mal aux yeux, quoi. L'appel d'air des draps, quoi. C'était horrible. Et ça a duré comme ça pendant la sensibilité des yeux pendant quasiment 1 an. De toute façon, je suis resté 1 an allongé dans mon lit, dans ma chambre, dans le noir. Je ne supportais pas la moindre lumière. Mes seules sorties, c'était pour aller à l'hôpital. Et il faut se remettre dans le contexte. On était en pleine pandémie de la Covid. À l'hôpital Nord, par exemple, le service ophtalmologie était fermé. Il était devenu Covid. Donc il n'y avait plus de service ophtalmologie, il n'y avait plus d'opération. Ils prenaient que les grosses urgences. Et ils m'avaient mis en gastro, il me semble. Donc j'étais dans le service gastro. Et au bout d'une quinzaine de jours, ils m'ont dit, écoutez, on est obligé de vous faire sortir. Là, maintenant, il n'y a plus de risque d'infection. Le service, là, il devient aussi Covid. On n'a plus de place, on n'a plus de lit. Et en plus, j'ai eu 0 visite, mis à part ma mère. C'était interdit d'avoir des visites. Vous vous retrouvez du jour au lendemain aveugle, vous avez besoin de vos amis, de la famille qui viennent vous voir. Et là, non, il n'y a personne qui vient, 0 personne. Et pareil à la maison. À la maison, il n'y avait que mes voisins qui venaient. Mais les gens, ils utilisaient à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait les autorisations de sortie. Et les gens les utilisaient pour aller faire leurs courses. Donc, j'ai eu quasiment aucune visite. Pendant des mois et des mois, j'étais seul avec ma mère. T'as même eu envie de... Ben là, c'est simple. En fait, tous les jours, alors il y avait un côté de moi où il y avait de l'espoir. Parce que j'étais plus aveugle. Même si j'avais pas de lunettes, si je voyais pas, que je pouvais rien faire, j'étais dans le noir. Et je me disais, comment je vais faire pour m'envoyer en l'air et sans faire de la peine à ma mère? Parce que ma mère a été obligée de venir vivre chez moi. J'étais plus autonome. Tu pouvais plus cuisiner, faire... Non, pendant quasiment 1 an, je pouvais rien faire. J'avais tout le temps mal. Quand elle rentrait dans ma chambre, l'air de la porte, quand elle ouvrait, ça me faisait mal. Je me rappelle ma première douche que j'ai prise à la maison. Donc, je me souviens, il y a une goutte d'eau qui tombe sur l'œil. La douleur, j'avais l'impression qu'on m'arrachait l'œil, en fait. Et du coup, on était parti en urgence parce que mais elle me disait, mais t'as rien. Je dis, non, maman, je dois saigner, là. Elle regarde l'implant. Mais l'implant, elle voyait pas, c'est dedans. Même si je voyais pas, je pouvais pas regarder la télé et tout parce qu'il y avait pas de lunettes encore, il y avait rien. Et c'était tellement douloureux.
que toutes les nuits, je me réveillais, mais des dizaines et des dizaines de fois, soit par la douleur, soit par... Mais à chaque fois que je me réveillais, je touchais juste mon téléphone pour voir la lumière. Et je me rassurais, je disais, bon, ça va, je vois. Pour moi, je voyais. Voilà, j'étais plus aveugle. Bien que je pouvais rien faire, c'était tout flou. Mais voilà, je me rassurais, je disais, bon, c'est bon, je sais plus le blackout. Là, à ce moment-là, j'allais à l'hôpital quasiment tous les 2-3 jours, tout le temps. T'avais espoir quand même que ça parte un jour? Ah ben pour moi, c'était comme quelqu'un qui a, je sais pas moi, une fracture ouverte, ben ça guérit. Parce que moi, à ce moment-là, je sais même pas comment amputer du cristallin. Pour moi, on m'a opéré, quoi. On m'a opéré, c'est juste un peu costaud et ça va durer peut-être, au lieu de durer peut-être 15 jours, ça va durer peut-être 6 mois. Mais après, je repars, quoi. Je reprends ma vie d'avant et c'est bon, quoi. Ça sera derrière. Pour moi, j'y crois à ça encore. Moi, je voulais retourner à Dubaï, en fait. Moi, c'était mon objectif, retourner à Dubaï, revoir mes amis, revoir ma vie d'avant. Il y a un truc que j'ai découvert après, c'est pendant que j'étais à l'hôpital, ben, le poste que je devais avoir de directeur, ben, ils ont essayé de me contacter. Et ils n'arrivaient pas à me joindre, forcément, j'étais aveugle, j'avais plus à l'hôpital, le téléphone, c'était pas... Voilà. Et en fait, j'ai vu un email au bout d'un moment passé, et ça, c'était peut-être... quelques mois plus tard, parce que j'ai demandé à ma mère qu'elle me lise tous mes mails, qui se cumulaient et tout, quoi, en fait. Et en plus, il fallait me lire en anglais, les emails, donc elle parle pas anglais, ma mère. Donc, et là, je vois un email ils me disent, écoutez, on essaye de vous joindre, on n'arrive plus à vous joindre, on considère que vous êtes plus intéressé par le poste, et on a recruté quelqu'un d'autre, quoi. Et j'ai demandé, je regardais c'est quoi la date et tout. Et en fait, c'était pendant que j'étais hospitalisé, en fait. T'as ressenti quoi? Ben, je les ai appelés de suite. Moi, de suite, pour moi, j'allais repartir. Hein. Moi, j'y croyais que c'était une question de temps de convalescence. Donc, je les ai appelés. Voilà, il m'est arrivé ça et tout. Écoutez, c'est trop tard maintenant. Ils étaient désolés, hein, mais c'est fini. On va parler du médecin qui t'a fait ça. Comment tu le décrirais? C'est un homme de 70 ans qui a l'air d'être de confiance. Ah ben moi j'ai confiance. Moi, comment je le décris? Je le décris comme un médecin qui pour moi avait de l'expérience. C'est l'ophtalmo de ma mère et voilà, j'allais faire juste vérifier mes lunettes. Donc il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que on est obligé de l'appeler Docteur C, mais j'aimerais juste l'appeler Monsieur C à la limite par courtoisie, même si je dois pas être courtois avec lui. Mais on peut pas l'appeler Docteur, cet homme. C'est plus possible. On peut pas avec tout ce qu'il a fait. Et on parle pas que de médical, tout ce qu'il fait, c'est pas un docteur, ça. L'imposteur, on peut l'appeler ce que vous voulez si on veut faire des rimes, mais on peut pas l'appeler docteur. C'est pas un docteur. Oui, parce que t'es pas la seule victime. On va en parler après, mais en tout cas, il est jamais venu te voir à l'hôpital. Il ne s'est jamais excusé. Il n'est jamais rentré en contact. Ni à la maison, ni à téléphone. Il a jamais. Je l'ai croisé au Conseil de l'ordre des médecins, peut-être, allez, je vais dire 1 an plus tard. Parce qu'il refusait de nous communiquer mon dossier médical. Chose qui est dans la loi, le patient est propriétaire de son dossier médical. N'importe qui peut demander à son médecin, n'importe quel médecin, je veux mon dossier médical, il doit vous le donner. Mais comment ça se passe quand tu le revois, lui? Ben, quand je le revois, donc au Conseil de l'ordre des médecins, déjà c'est dur parce que on revoit pour moi, c'est un criminel. Après, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, même si c'est pas le mot exact qu'on doit employer. En tant que victime, voilà, c'est juridiquement, je pense qu'il faut pas employer ce mot. C'est mon bourreau, quoi, en fait. Donc là, c'est dur de le revoir comme ça. On est au Conseil de l'ordre, donc dans cette audience, et on est là pour récupérer le dossier médical. Et quand il y a ce moment de blanc, j'en profite, je lui dis, docteur. Je pense que vous avez l'âge de ma mère, donc vous avez certainement des enfants, voire des petits-enfants. Vous connaissez ma mère? J'ai dit, imaginez juste une seconde si à ma place aujourd'hui, c'est un de vos enfants ou de vos petits-enfants, avec en face quelqu'un comme vous qui fait tout ça. Pourquoi vous m'avez jamais appelé? Pourquoi vous avez jamais... Pourquoi? Et là, il était comme ça. Il me regarde avec mépris. Il me dit, j'ai rien à te dire. Il y a tout dans le dossier.
mais avec mépris, comme il n'y a même pas un moment de regret, de remords dans sa voix, dans son attitude. En fait, là, il est pressé, là. On lui fait perdre du temps et de l'argent. Et comment t'expliques qu'il s'est même pas excusé? Il est pas humain, c'est pas possible. Ça, je suis pas dans la peau d'un homme inhumain comme lui pour comprendre comment il fait pour pas s'excuser. J'arrive pas, quoi. J'arrive pas à imaginer. J'ai tourné les choses. La seule conclusion que j'ai eue quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres victimes, en fait, je me suis dit, maintenant je comprends pourquoi il ne s'est jamais excusé. Quand on est jeune, qu'on est enfant, quand vous êtes en retard à l'école une fois, on vous excuse 2 fois, allez, ça passe. Au bout de 3, 4 fois, c'est une habitude. Donc on peut plus s'excuser. Mais là, quand j'ai compris qu'il y avait beaucoup de victimes, je me suis dit, bon, ben, c'est normal. En fait, il est dans son rôle de charcutier, quoi. Il charcute les gens et il peut pas s'excuser parce qu'il va pas se retrouver à chaque fois devant le conseil. Ah, excusez-moi. Non, mais monsieur, arrêtez de vous excuser. Arrêtez les erreurs, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Soignez les gens, ne les détruisez pas. Mais vu qu'il fait que ça, donc vous pouvez voir 2 autres cas à la télé. Il y a une émission qui a été diffusée le mois dernier sur M6, Arnaque de Julien Courbet. Ils sont même allés en caméra cachée faire une consultation. Enfin, il y a tout qui est expliqué là sur son comportement, ses agissements. Et c'est là qu'on comprend que mes termes de dire que c'est pas un docteur, c'est pas un docteur. Voilà, quand on voit cette émission, on comprend que c'est pas un docteur. Oui, parce que pour préciser, t'es pas le seul à avoir perdu la vue. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi. Oui, il y en a, c'est par apparemment, il fait des faux diagnostics, des diagnostics mensongers, quoi. Des gens qui n'avaient rien et il leur fait croire qu'il faut les opérer de la cataracte. C'est ce qu'ils ont montré dans l'émission, dans l'enquête sur lui. Après, moi, dans mon cas, apparemment, c'est une erreur de dossier puisqu'il m'a appelé Frédéric. Sur la liste, il y avait un Frédéric qui, il a plus de 15 ans de plus que moi, quoi. Moi, j'avais 41 et en plus, la barbe blanche, je l'avais pas. Hein. Je l'ai eu l'année où j'ai passé dans le noir, stressé. Mais toi, tu penses que tu as été assez précis avec lui? Oui, de ce que tu as raconté. Ah bah oui, moi, c'est clair. De toute façon, tu lui as montré. Il m'a pas dilaté les yeux, il m'a pas fait d'anesthésie, il m'a pas fait signer de décharge. Je lui ai dit clairement, docteur, vérifiez mes lunettes, je vois bien. Enfin, j'ai été clair, quoi. Il y a pas. Et même pendant l'acte, il y a eu quand même des éléments qui auraient pu l'alerter, puisque je lui pose les questions. Docteur, c'est nouveau cette machine? Docteur, mais le laser, quand il me dit c'est le laser, c'est nouveau, ça soigne, ça prescrit les lunettes. Et docteur, pourquoi vous faites des trous, quoi? Enfin. Et bon, il était focus sur son truc et. Pourquoi il fait ça, tu penses? Pourquoi il opère des gens qui n'en ont pas besoin? Cet homme, il n'est pas là pour soigner les gens, il est là pour soigner son compte en banque et c'est tout. Voilà, il s'est pas caché à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Il faut savoir que le conseil de l'ordre des médecins, ils se sont associés à ma plainte. Donc ils ont porté plainte contre lui. Du coup, le dossier a été renvoyé à la chambre disciplinaire, donc on va dire c'est le tribunal des médecins. Et le tribunal des médecins l'ont sanctionné, ils lui ont enlevé la licence pendant 6 mois. Que 6 mois? 6 mois d'interdiction totale. Mais il a fait appel et il y a une loi qui lui permet, c'est suspensif. Et c'est là qu'il y a un problème parce que pour moi, il manque une loi en fait. Les lois, elles sont bien faites parce que quand il y a un vrai médecin qui fait une erreur, mais l'erreur, l'accident par d'erreur, le médecin qui respecte tous les protocoles et tout, ça peut arriver qu'on fait une erreur. Personne est infaillible. Donc si après l'enquête, on prouve que c'est une vraie erreur, que c'est un accident, c'est normal qu'il y ait des lois qui permettent à ce médecin de continuer. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais il y a des faux médecins comme lui, ou des mauvais médecins, si on peut dire, qui s'engouffrent dans cette brèche et qui font erreur sur erreur, erreur sur erreur, et il n'y a pas de loi. Justement, il faudrait une loi qui dit à partir d'un exemple, s'il y a une erreur, bon, il y a cette loi qui protège, l'appel est suspensif, mais par contre, à partir de 2 erreurs, hop, mise à pied. Mais là, on n'est plus dans le cadre de 2 erreurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., etc., quoi. Donc là, il faut une loi faut protéger, quoi, en fait. Et je crois que tu me disais aussi, il prend beaucoup de patients par jour.
Ben oui, c'est lui-même qui l'a dit à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Il a dit faire environ 80 patients par jour. Lui tout seul? Ouais, tout seul. Ah oui, mais je vous dis, c'est clair, il est là pour soigner son compte en banque. Hein, il soigne personne, lui. Hein. Voilà. Moi, je me base sur ce que j'ai vu dans cette émission, dans cette enquête, entre les erreurs médicales, les faux diagnostics, les fraudes, donc à l'assurance, etc., À la Sécu? L'absence de facturation, etc. Donc là, on sort du cadre médical, on est dans de la fraude, etc. J'ai l'impression qu'à Marseille, les lois françaises, elles sont pas passées là-bas. Et qu'il y a je sais pas, apparemment c'est un autre code pénal ou c'est un autre code civil, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais je sais pas, il y a... T'as l'impression qu'il est au-dessus des lois? Ouais, c'est ça en fait, on dirait qu'il est au-dessus des lois et qu'il se passe rien en fait. Mais là, il continue d'exercer? Oui, là, à l'heure qu'il est là. Là, depuis qu'on parle, ça fait quoi, 40 minutes? Ben, multiplié fois 70 €. Ouais. Pour une consultation de base, sachant qu'il est secteur 1. Donc il doit facturer 30, je crois. Mais il facture un plus? Ouais, 40 de plus. En cash? Apparemment, ouais. Le lendemain de l'émission, là, sur M6, il aurait annoncé qu'il prendrait sa retraite dans 3 mois. Donc voilà, un mec qui fait tout ça, de ce qu'on voit, je me maintiens, c'est ce qui est prouvé sur des images, avec des images, qu'on m'attaque pas en diffamation ou quoi que ce soit. Moi, je me base sur ce que j'ai vu, les images, et ces preuves-là. Ce mec-là, il peut le lendemain dire « Bon, dans 3 mois, je prends ma retraite ». Il s'est dit le lendemain « Bon, moi, je prends ma retraite. Je prends mes 3 mois, là, combien c'est 3 mois, ça de facturation, et mes opérations encore 3 mois, et les victimes, on s'en fout, quoi. De toute façon, c'est mes assurances qui vont payer. Voilà, il se dit ça, lui, il s'en fout. Lui, il faut qu'il fasse un maximum de cash. Ah ben là, à l'heure où on parle, il exerce. Là, il exerce toujours. Peut-être qu'il opère aujourd'hui, je sais pas à quel jour on est. Maintenant, ceux qui n'ont pas vu les émissions, qui ne regardent pas la télé, ils sont en danger, quoi. Ils sont en danger. Moi, il faut savoir que, comme je l'explique, avant, j'avais une vie outre ma carrière. J'étais quelqu'un d'aventurier. J'ai essayé quasiment tous les sports extrêmes qui existent. J'ai sauté en parachute, j'ai fait les sauts d'immeubles, j'ai nagé avec les requins blancs, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, la spéléologie, j'ai tout fait. J'ai fait le tour du monde avec mon sac à dos, je me suis retrouvé dans des situations à dormir dans la rue, enfin, j'allais à l'école dans les quartiers nord de Marseille, j'ai fait tout ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, la chose la plus dangereuse de ma vie, c'était cette consultation quand même. Comment une consultation de routine, ça peut être plus dangereux que de nager avec les requins blancs, par exemple. Et t'es pas le seul. Et si j'étais le seul, à la limite, ça pourrait être l'accident, l'erreur de dossier, oui. Si t'avais un mot pour le décrire, le médecin? Avec tout ce qui s'est passé, je dirais même voyou, hein, c'est un voyou, un délinquant. Moi, pour moi, c'est un délinquant, un mec qui s'en prend à des gens innocents, quelqu'un qui s'en prend à des gens innocents, qui fait des fraudes, etc. C'est un délinquant. C'est pas... Ouais, c'est un délinquant. Avec tout ça, là, t'as l'impression que la justice, elle t'a laissé tomber, que l'État, il te soutient pas? Parce que t'as écrit à Gérald Darmanin, à Emmanuel Macron. J'ai l'impression que la justice, elle est complètement saturée. Qu'elle devient complètement... Elle est perdue, la justice, elle est inefficace. Les lois sont obsolètes dans ce pays. Parce que peut-être que quand comme je dis qu'il manque une loi, il manque une loi pour les ophtalmos. Peut-être qu'avant, il n'y avait pas ces dingueries. Maintenant, il y a des mecs comme lui qui s'engouffrent dans des brèches et il nuit. Cet homme, c'est pour ça que je ne peux pas l'appeler docteur. Parce qu'il nuit à la profession, aux médecins, à tous les médecins de la planète. Cet homme, il ne peut pas être appelé docteur. L'objectif d'un médecin, c'est de soigner, de sauver des vies. L'objectif d'un ophtalmo, c'est quoi? C'est d'éloigner son patient le plus loin possible d'être aveugle et des douleurs. Moi, en moins de 10 minutes, il m'a tout fait. Je venais avec 10 dixièmes, j'avais juste des migraines devant l'ordinateur. En moins de 10 minutes,
je perds la vue en totalité et j'ai des douleurs atroces. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous parle, j'ai encore mal. J'ai mal tout le temps, moi. Parce que je suis suivi par le centre d'évaluation et du traitement de la douleur. Et quand ils m'avaient demandé de décrire les douleurs, parce que les douleurs, il peut y avoir des tirements, des sentiments de compression, etc. Moi, j'ai le sentiment comme si on me pince le bras et qu'on tire la peau en même temps. Mais j'ai ça dans les yeux, tout le temps, même quand je dors. Et là, tu as des lunettes spéciales parce que la lumière, c'est sensible. Là, voilà, là, il y a les lumières de phare. Je suis tellement sensible à la luminosité que j'adapte mes yeux tout le temps parce que c'était ma hantise ce matin. J'appelle ça mes crises de photophobie. Il y a des matins où je me réveille et mes yeux ne supportent rien. Même avec les lunettes, je ne peux rien faire. Donc je dois rester couché toute la journée en attendant que ça passe. Ça te fait mal? La lumière me fait mal quand je suis dans le noir. J'ai juste ma douleur de base. Mais dès qu'il y a la lumière, je suis comme un vampire. Ça me tire les yeux de l'intérieur. C'est insupportable. Du coup, je peux rien faire. Et c'est ce qui m'empêche aussi de faire quoi que ce soit dans ma vie. Là, ma hantise ce matin, c'était que je me réveille et que d'un coup, j'ai cette crise de photophobie et que je vous appelle et vous dis, je peux pas venir, je peux pas prendre le train, je peux rien faire. Et voilà. Et ça m'est arrivé combien de fois? Alors, quand c'est des loisirs, c'est pas grave. J'ai manqué le baptême du fils à mon cousin. Ça fait chier. Mais c'est pas grave, je veux dire, il y a pas de... Mais quand vous avez un rendez-vous médical que vous attendez depuis des mois, parce que c'est des mois, et qu'après, vous pouvez pas y aller, il faudrait attendre des mois. Si vous avez un rendez-vous administratif, vous le loupez. Et on vous fait pas de cadeau derrière, hein, par contre. Oui, t'as gâché la vie. Ah oui. Là, si je voulais reprendre une reconversion, déjà, après un métier de passion, une reconversion, c'est difficile. Quand votre passion, c'est votre métier et qu'en plus, je gagnais très bien ma vie, aller trouver maintenant un boulot qui me plaît, allez, sans être la passion, mais à la limite, qui me plaît. Mais en plus, il ne faut pas qu'il y ait la poussière, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière, il faut qu'ils acceptent que le lendemain, le jour même, je les appelle, je peux pas venir. Il y a tellement des tenants et des aboutissants. Je suis allé à l'instant T, je me suis rendu 120 fois mes piles à l'hôpital en urgence. 120 fois. Parce que trop de douleur? Parce que la poussière, parce que le Mistral dans le sud. Alors le Mistral, ça c'est simple quand je me réveille. Quand il y a le Mistral, pourtant ma maison, double vitrage, bien hermétique, tout ce que vous voulez. Pourtant, il y a des particules qui vont dans l'air et tout. Je me réveille le matin. Et là, j'ai les yeux qui piquent, Et là, je dis, aïe, c'est bon, il y a le Mistral. Et là, je sais que c'est le cycle de 3 jours et je peux pas sortir. La seule sortie que je risque d'avoir, c'est d'aller à l'hôpital parce que ça me fait mal et voilà. Et ton niveau de vie, il a baissé aussi? Tu gagnais bien ta vie et aujourd'hui, beaucoup moins? Oui, mon niveau de vie, c'est plus le même du tout. J'ai une pension d'handicapé. En fait, la MDPH a reconnu mon handicap avec un taux compris entre 50 et 79%. Et je perçois tous les mois 1031 €. Et en complément, l'assurance m'a versé une provision qui me permet de subvenir à des besoins urgents comme payer mon crédit, en fait. Ouais, mais ça résoudra pas ton problème. Ah non, bien entendu. De toute façon, moi, on est tous passionnés, je pense, par ce film, Retour vers le futur. Si je pouvais le faire, mais retourner dans le passé, juste retourner le 5 octobre 2020, là, le matin. En fait, je regrette rien dans ma vie, mais d'avoir fait confiance à cet ophtalmo, c'est mon plus. J'en viens à culpabiliser, en fait, de me dire mais putain, mais c'est fou de culpabiliser d'avoir été voir un ophtalmo, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Je culpabilise des fois, je me dis mais t'es con, quoi. Pourquoi ce jour-là t'as pas eu une intuition, un truc, quelque chose. Mais il n'y a rien, en fait. Je crois que si on me l'avait dit avant, écoute, tu vas aller faire un contrôle de routine et ta vie elle va être ruinée, tu vas souffrir, tu vas tout perdre. Les gars, vous êtes sérieux, c'est contrôle de lunettes. C'est pas une opération, quoi. C'est pas. Donc on peut pas y croire. T'as reçu aussi quand même des courriers menaçants. C'est assez fou. Ouais, ça c'est pour ça que cette situation elle est lunaire parce que au mois de juillet, donc c'était avant la diffusion de toutes ces émissions et tout, j'ai reçu 2 courriers à mon domicile et les 2 courriers sont adressés à ma mère.
Et les courriers, ils sont écrits à l'encre rouge. Je vais pas divulguer le contenu, hein, mais en fait, ils sont clairement... L'objectif de ces courriers, c'est de me faire peur pour que j'arrête toutes les procédures en cours, en fait. Et ce qui est hallucinant, c'est que, bon, bien sûr, j'ai pris les mesures nécessaires, je suis allé au commissariat, j'ai même écrit aux plus hautes instances de la justice qui ont pris l'affaire au sérieux. Mais ce qui est hallucinant, c'est que déjà, on s'en prend à ma famille. Déjà, moi, j'ai rien demandé, ma famille non plus. Je suis victime d'une erreur médicale, on m'a ruiné ma vie, c'est normal que j'engage des procédures, comme toutes les victimes font. Et en plus, on s'en prend à ma famille. Alors, je sais pas qui c'est qui a envoyé ça, bien entendu, si je le savais. Qui pouvait être capable de faire ça? Qui peut être capable d'envoyer ce type d'intimidation à la mère d'une victime? T'as jamais eu de problème auparavant, en plus c'est forcément lié à l'affaire. Ah ben, au vu du contenu, c'est clair que c'est pour me faire peur et pour que j'arrête toutes ces procédures. On n'a rien demandé, que ce soit ma mère, que ce soit moi, que ce soit les autres victimes. Maintenant, j'espère, vu le contenu des courriers, j'espère vraiment que la justice va prendre ses responsabilités et va agir vite, avant qu'il soit trop tard. Tu te sens en danger quand tu reçois ça? Ah, bien entendu. Bien entendu, je suis pas un voyou, moi, je suis un artiste à la base, donc j'ai jamais vécu dans le risque, je sais, ça peut être un film, hein, on pourrait appeler Netflix et faire une série là-dessus. Hein. Tu crois que c'est parce que tu prends trop de la place dans les médias et que tu nuis un peu à la réputation du docteur? On peut tout imaginer, on peut rien. Mais en tout cas, ils sont bien arrivés de manuscrits en rouge. Avec des grosses intimidations. Ouais, des intimidations claires. Enfin, claires, bien maquillées, bien. Et, Là, on est 5 ans après les faits. T'as quoi comme séquelles, clairement, si tu devais me résumer? Là, tu me vois. Oui. Alors, sans lunettes, bien sûr, s'il n'y a pas de lumière, je lève mes lunettes, j'ai 1/10 aux 2 yeux. Avec les lunettes, je remonte à 10. Alors, l'œil droit, c'est l'œil qui me remonte le plus souvent à 10. Le gauche, il oscille entre 6 et 10, avec correction. Parce qu'il y a les inflammations liées à toutes les opérations et tout. Mais par contre, ce qui me pourrit la vie, c'est tous les à côté, quoi. Les crises de photophobie, la poussière, le Mistral, le ci, le là, que je peux rien prévoir, en fait. Les douleurs tout le temps, les traitements, les allées-venues dans les hôpitaux tout le temps. Ça s'arrête jamais. Le fait de rien prévoir. Et oui, non, mais c'est ça que c'est. Comme un jour, un médecin, il a expliqué, elle a dit, on l'a reçu aveugle, en gros. Donc, c'est le pire pour un ophtalmo de recevoir un patient aveugle. Maintenant, il revoit. Grâce à un mécanisme, donc avec des implants, on a amputé, ici et là, et voilà. Donc, pour nous, en tant que praticien, elle a dit, on considère qu'on l'a guéri à 90%. Mais par contre, les 10% incurables vont nuire 90% de sa vie. Voilà ce qu'elle avait dit. Donc, c'est assez clair. T'as plus la douleur physique ou morale? Tu dirais que c'est quoi le pire des deux? Alors, c'est une bonne question, ça, parce que, comme je le dis, l'erreur médicale, elle est douloureuse sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan physique, tout. Enfin, mais par contre, l'autre partie administrative, juridique, médicale, l'injustice de savoir que lui, il a jamais été sanctionné, et en plus, quand on sait qu'on est des tas et des tas de victimes, ça, c'est douloureux, ça. C'est le parcours du combattant, tout cet acharnement. Quand on est victime d'une erreur médicale, en fait, faut être costaud moralement. Faut vraiment être costaud. En fait, on vit dans la peau d'un criminel, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce que qui c'est qui peut pas vivre normalement et qui vit, on va dire, enfermé quand il y a le Mistral ici et là? C'est pas lui, c'est moi. Qui c'est qui ne peut plus travailler et qui ne peut plus profiter de la vie? C'est pas lui, c'est moi. Donc c'est qui est privé de toute sa vie, qui est emprisonné de cette vie? Je suis emprisonné dans ma vie maintenant. T'as des difficultés aussi, tu disais, dans tes rapports intimes? J'avais une copine, j'ai arrêté à cause de ça. Parce que ça fait mal. Vous voyez que des fois, il y a des gens, ils font de la muscu,
Des fois, il y a les vaisseaux qui explosent dans les yeux, ça fait un peu rouge et tout, parce qu'ils forcent, on devient rouge et tout. Ça envoie. Quand on a des rapports, plus il y a l'excitation, plus ça fait mal. Et au bout d'un moment, entre ça, les procédures, ma vie où je peux rien faire, je peux rien prévoir, je peux plus travailler, je peux plus aller à la plage. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais logistiquement parlant, c'est impossible. Moi qui adorais faire de la plongée, c'est plus possible. Allez, il faut faire un masque à ma vue, sachant que ma vue, elle change on va dire, tous les ans. Donc ça coûte tellement cher. Il faudrait faire un masque à ma vue, et en plus, avec la luminosité, vraiment comme ça, minimum, la catégorie 4 minimum. C'est pas possible. Après, il faut pas que je mette parce que dès que j'ai une goutte dans les yeux, n'en parlons pas, c'est douleur atroce. Voilà, il y a une sensibilité. Qu'est-ce que ça t'a appris sur la vie, sur les gens, ce drame? Oula, ça c'est une question, on pourrait débattre longtemps, non, mais l'entourage. On m'avait prévenu, quand il vous arrive un truc grave à l'hôpital, il y a un psy qui vient vous parler et tout. Et au bout d'un certain temps, il m'avait dit, vous verrez, les gens vont changer autour de vous. Une grande partie même des plus proches, qui vont pas savoir comment agir. Soit ils vont garder le silence, ils vont plus vous parler. Soit ils vont créer un conflit parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ce qui vous arrive. Mais vous allez perdre beaucoup de gens autour de vous. Il y a une minorité qui va rester et il y a beaucoup de gens bienveillants qui vont arriver dans votre vie. C'est quoi que tu espères le plus aujourd'hui? La justice, elle l'arrête, mais qu'elle l'arrête vraiment, quoi, parce que là, il y a trop de victimes. Il y a trop de victimes et voilà, il y a trop de victimes. Donc qu'elle prenne des mesures, parce que là, il va prendre sa retraite, va être convoqué par la chambre disciplinaire. Ils vont le radier, peut-être, une fois à la retraite. On en revient à ce que je disais, il manque une loi. S'il y avait eu cette loi qui permet la mise à pied à partir de 2 erreurs médicales, on aurait pu éviter tous ces drames. Il mérite la prison pour toi? C'est pas à moi de le juger, mais je vais vous répondre oui. Bien entendu. Bien entendu que pour moi, il mérite la prison. Mais après, je suis pas juge. Pour être sincère avec vous, c'est fou ce que je vais vous dire, hein, mais quand je vois ma mère comme elle souffre de cette histoire et de cette situation, je me dis que, en fait, même si on le mettait en prison, ça sanctionnerait sa famille. Parce qu'il a certainement, je vous dis, des enfants, des petits-enfants, une femme, des gens qu'il aime, ils savent, même si c'est pas une bonne personne, eux, ils ont rien à voir. Mais il sanctionnerait toute sa famille avec toutes ces conneries qu'il fait là, parce que c'est les mots qu'il avait employés une fois dans les médias. Ce que je regrette aussi, c'est que depuis des années, s'ils étaient au courant dans sa famille, qu'il n'y ait personne qui les raisonné. Vous voyez, comme le grand-père qui conduit, qui peut plus conduire, qu'on sait qu'il a plus les réflexes, et on le laisse conduire jusqu'au jour où il y a le drame. S'ils étaient au courant, il n'y a personne qui pouvait aller lui dire, bon, maintenant, arrête, tu veux quoi, passer ta retraite sur le banc des tribunaux? Non, parce qu'il continue. Eh oui, continue à faire des erreurs, surtout. Est-ce que tu peux dire que tu es heureux aujourd'hui, malgré tout ça? Je peux pas dire que je suis heureux, j'ai même pas le temps d'y penser, à me poser cette question. C'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible, quelqu'un qui a un cancer. Il y a des gens, ils vivent des années avec un cancer dans la souffrance, pourtant ça se voit pas. Ça se voit que peut-être quand ils arrivent à un moment, un certain stade. Quelqu'un qui a, je vous dis, un cœur artificiel, quelque chose, un implant. Là. Mais quand on souffre tous les jours entre les douleurs, l'impossibilité de refaire ce qu'on faisait avant, les procédures, les injustices, les intimidations, etc., forcément, on va se poser la question, est-ce qu'on est heureux? Non. La réponse, de toute façon, elle est claire, non. Merci Christophe. Merci à vous pour la confiance et le temps surtout, et de nous laisser cette opportunité de pouvoir nous exprimer en fait.